Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 101%, nous sommes mardi et aujourd'hui une émission avec Virtua Tennis 4, une critique de jeu, mon souvenir temps perdu, Retro and Magic, mais on commence tout de suite avec les news. Avec ce trailer complètement fou et cette musique tirée des meilleurs groupes de skateurs californiens, Skydive Proximity Flight risque fort d'attirer toute la jeunesse en quête de sensations extrêmes. Plus sérieusement, ce jeu développé par Gaijin Entertainment propose de faire du skydiving, ce sport extrême où l'on défie la gravité grâce à une combinaison qui flirte avec le principe de l'homme-oiseau. Si sur Kinect, ce principe peut proposer une dimension intéressante, on voit mal Skydive procurer de pures sensations avec une Wiimote ou un PS Move. On attend donc d'en savoir plus, même si le jeu n'a toujours pas de date de sortie. Le très attendu action RPG de Maxis est sorti dernièrement sur PC et pour l'occasion, on nous sert un joli trailer de lancement. Pour rappel, il s'agit de l'héritier de Spore, mais dans une optique plus hack and slash. Ainsi, vous customiserez votre avatar en l'équipant de toutes sortes d'attributs à base de mutations et d'armes vivantes. Un concept prometteur appuyé par des environnements et une réalisation générale plutôt à la hauteur. Summon your followers to Zulaman. Together, we will make Zul'jin's murderers weep for mercy. La mise à jour 4.1 de World of Warcraft est désormais disponible. Au menu, nous avons la refonte de Zulaman et Zul'Gurub pour en faire des donjons 5 joueurs, un nouvel outil pour le système de recherche de donjons, et quelques autres features plus proches du menu fretin que du réel contenu. Mais bon, les joueurs sont au courant qu'il s'agit d'un patch pour attendre le prochain. Ce qui n'empêche pas Blizzard de bien faire les choses en nous fournissant un sympathique trailer destiné à poser l'ambiance. From the wreckage of the Cataclysm, the true Empire will rise again! Et c'est à peine quelques jours après la sortie de la mise à jour 4.1 pour World of Warcraft que Blizzard nous sert une preview pour la 4.2. Et pas une preview piquée des verres puisqu'on nous tease à propos de The Firelands, la future instance de raid tant attendue par les joueurs. Les fins observateurs remarqueront la présence d'un ancien PNJ de Capital parmi les futurs boss à pourfendre. Et comme si tout cela n'était pas suffisant, on nous dit dans l'oreillette qu'il y aura, comme qui dirait, un bâton légendaire. Bon, rasseyez-vous les casteurs et classes hybrides, on n'a aucune idée des stats du dit objet ni de la manière de l'acquérir. On n'a d'ailleurs pas non plus de date de sortie de cette mise à jour, mais le contraire aurait été surprenant. Je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai voulu faire la télévision très jeune. Ça faisait très longtemps que je voulais faire de la télé. Et avant No Life, j'ai fait plein de tentatives. Et l'une des premières tentatives de faire la télévision, c'était faire des petites vidéos sur Internet. Les films s'appelaient Une case en moins, enfin en tout cas l'association s'appelait Une case en moins. On faisait plein de parodies de 1 minute ou 2 sur le net. Et un jour, je me rappelle, j'étais au supermarché. Je vivais en Ardèche et tout tranquillement, la télévision, c'était, j'envoyais des cassettes de ci, de là, et un jour, on m'appelle, je suis en train de faire mes courses, et là j'entends bonjour, j'ai vu votre vidéo sur Rob et Bat, elle est très intéressante, je suis un producteur de AB. Merde. AB Productions m'appelle, moi, en Ardèche, et le gars me dit qu'il a adoré la vidéo et qu'il voudrait la diffuser sur la chaîne AB. Et me rencontrer. Et on en saura plus après la critique de jeu Virtua Tennis 4. Et oui, je me sers beaucoup de ça, je fais du teasing, je sais Alex, je sais. Joueur 1 au service. Voilà tout l'intérêt des séries concurrentes. Tout comme PES et FIFA, Call of Duty et Medal of Honor, NBA Live et NBA 2K, les séries Virtua Tennis et Top Spin se tirent la bourre depuis quelques années.
Topspin a ainsi affiné au fil des versions son approche plus simue du gameplay tennistique pour finalement parvenir à un équilibre judicieux qui rallia à la fois les joueurs et la critique. Sorti il y a maintenant 1 mois et demi, Topspin 4 s'est imposé comme la nouvelle référence de la simulation de tennis. Virtua Tennis, lui, s'était un peu perdu ces derniers temps, après avoir régné au début des années 2000 dans les salles d'arcade, mais aussi sur Dreamcast et PlayStation 2. Confié aux soins du développeur anglais Sumo Digital, Virtua Tennis 2009 avait déçu par la relative mollesse de son gameplay et une réalisation technique inférieure à celle de VT3 sur PlayStation 3. En apprenant que Virtua Tennis 4 allait à nouveau être développé en interne par Sega Japon, on s'attendait donc à un retour aux sources, sinon à un reboot de la série. Malheureusement, malgré une incontestable volonté de bien faire, la richesse de son contenu et un bon technique consistant, le jeu déçoit. On le sait, Topspin est une simulation de tennis, tandis que Virtua Tennis est un jeu d'arcade. Ceci dit, Topspin 4 emprunte des mécaniques de jeu propres au jeu de combat, avec une dimension coup faible, coup fort, pour finalement placer au cœur de son gameplay la notion de timing. La distinction n'est donc plus aussi évidente qu'auparavant, et quelque part, Topspin 4 empiète sur le terrain arcade des VT. Il était donc nécessaire que Sega Japon parvienne à se distinguer clairement en travaillant ses points forts. Un gameplay immédiat et percutant, un World Tour addictif, une réalisation technique irréprochable et des minigames à gogo. Le contrat n'est malheureusement que partiellement rempli. Côté gameplay, le jeu repose toujours sur les mêmes mécaniques. Peu de coups, lob, lift, slice et super coup, l'importance primordiale du placement et la possibilité de charger ses frappes en maintenant un bouton appuyé. De cette approche simpliste, Virtua Tennis 2 avait su tirer une jouabilité immédiate dotée d'un impact énorme. On sentait les coups et ces derniers fusaient littéralement de la raquette lorsqu'on parvenait à charger correctement sa frappe. Ce n'est plus tout à fait le cas dans Virtua Tennis 4. La faute à des bruitages manquants de pêche, comme étouffés, des animations simplistes, répétitives, hachées et peu spectaculaires, une vitesse de jeu amoindrie, et la faute aussi à Topspin 4 qui est passé par là. Enchaîner une partie rapide sur les deux titres ne pardonne pas, on a essayé. On s'ennuie ferme dans VT4, là où la pression est constante dans Topspin 4. Pourtant, un effort avait été fait avec l'apparition de la jauge Game Momentum. Celle-ci se remplit lorsque l'on joue en accordance avec le style du joueur. Fond de court, volée ou encore frappe puissante. Sauf qu'elle ne permet finalement de déclencher qu'un super coup assez anecdotique. D'autant plus qu'il déclenche une espèce de pré-play au ralenti avec un angle de caméra différent qui permet au joueur adverse, lorsqu'il est humain, de se préparer à le recevoir. Il manque de pêche donc et d'intérêt. C'est dommage, l'idée de faire déjouer son adversaire et de l'empêcher ainsi de remplir sa jauge était bonne. Virtua Tennis 4 se rattrape néanmoins sur de nombreux points, à commencer par le mode World Tour, nettement plus amusant et complet que celui de Topspin 4. Après avoir créé son personnage, on débute sa première saison professionnelle sur une carte du monde. Chaque continent comprend un parcours typé jeu de loi, composé parfois de plusieurs chemins et de cases événements prenant les formes les plus diverses. Pour avancer, le joueur ne lance pas un dé mais utilise des tickets de déplacement, qu'il gagne entre chaque tour ou qu'il peut acheter à certains endroits. Ces tickets lui permettent de se déplacer de 1, 2, 3, 4 cases. Résultat, vous ne pourrez pas faire tous les événements. Des choix s'imposent. Les cases sur lesquelles vous pouvez vous arrêter sont des minigames, des matchs d'exhibition, des tournois, des séances d'entraînement pour le public, des séances d'autographes, des zones de repos, hôtel de luxe, séjour sur une île, voire des cases malus correspondant à des blessures. Chaque événement demandera plus ou moins d'efforts au joueur, ce qui aura pour conséquence de vider petit à petit sa jauge condition physique. Inutile de préciser qu'il vaut mieux arriver en pleine forme au début d'un tournoi. Il sera donc parfois utile de faire volontairement l'impasse sur certains events, voire de s'arrêter sur une case vide pour économiser son joueur, ou encore d'acquérir des tickets de récupération dans les cases bureaux de gestion. À vous de gérer votre carrière au mieux, sachant que chaque décision vous récompensera en étoiles, celle-ci servant à progresser dans votre carrière, et en argent pour acquérir de nouveaux équipements. Mais il faudra également prendre garde au nombre de jours restants avant la grosse compétition de fin de saison, située tout au bout du parcours pour ne pas la rater et se prendre ainsi une pénalité. En fonction de vos performances sur les minigames et les matchs, vous augmenterez également la condition physique de votre joueur, ainsi que ses compétences dans 4 domaines: frappe, défense, volée et tactique. Lorsque vous aurez franchi un certain cap technique, vous aurez accès à des leçons qui vous permettront d'acquérir un style et la jauge Momentum qui va avec. Le mode World Tour est donc riche, fun et finalement assez tactique. Il sera même possible d'embaucher un agent sur une période de temps limitée dès la seconde saison, afin de maximiser ses gains à l'issue des épreuves. Outre le mode World Tour, les habituels sont présents: simple, double, à 2, à 4, en ligne, hors ligne.
Il est même possible de jouer avec le PlayStation Move sur PS3 et Kinect sur Xbox 360. Les développeurs ont d'ailleurs décidé de développer un mode de jeu et un gameplay spécifique à ces périphériques. Assez proche finalement du tennis d'un Wii Sports, puisque vous ne dirigerez plus votre personnage pour vous contenter de renvoyer les balles en vue subjective. Une bonne idée en forme de bonus, destinée avant tout au grand public. Techniquement, Virtua Tennis 4 est très abouti et enfonce Top Spin 4 dans quasiment tous les domaines. Le jeu tourne en 1080p, les temps de chargement sont très courts, les terrains sont plus variés, la modélisation des joueurs est encore plus fidèle, les vêtements nettement plus fun et nombreux, les menus sont ergonomiques. En revanche, les textures des joueurs sont affreuses et Nadal semble toujours affligé d'une horrible maladie de peau. Les musiques sont également insupportables. Quant aux animations, c'est la catastrophe. Les coups se ressemblent tous, quels que soient les joueurs, les transitions entre les mouvements sont mal gérées. Et il n'est pas rare de voir son joueur opérer des translations totalement irréalistes sur le terrain pour aller chercher une balle. On est très loin de la fluidité des animations d'un Top Spin 4. Mais malgré ses défauts et un gameplay finalement inférieur à celui de son concurrent, Virtua Tennis 4 reste amusant, grâce en particulier à un excellent mode World Tour et une profusion de minigames délirants. Quelque chose s'est néanmoins perdu et il est temps que Sega cesse de simplifier le gameplay de sa série et se remette en question, car sa jauge de conditions physiques est en train de se vider dangereusement. Donc, le monsieur de AB Productions nous appelle et demande à Didier et moi si on pouvait monter à la capitale pour les rencontrer, aller dans les studios AB. Alors forcément, on est méga fan des séries AB, alors pour rigoler, hein, bien sûr. Et à l'époque, était diffusé à la télévision sur France 2, Le Groupe, qui était le renouveau des séries françaises, paraît-il. Mais en fait, non. Mais bon, AB, ils n'étaient pas au courant qu'ils faisaient la même chose que dans les années 90. Et donc, on achète nos billets de train et on monte à Paris. Mais on n'y allait pas souvent. Et donc, c'était genre la troisième fois de ma vie, on allait à Paris, on avait pris les transports en commun, on était complètement paumés. Et on va à la Plaine Saint-Denis, donc qui est en plus en extérieur de Paris. On arrive avec 4 heures d'avance. Avec Didier, on savait vraiment pas quoi faire. Ça fait qu'on est allé à côté de AB et il y avait un petit bar. On est allé dans ce bar et en fait c'était le bar, on le savait pas, mais c'était le bar où Dorothée allait après les tournages. Et en fait le bar était tapissé de photos du club Dorothée. Il y avait le gars du bar se vantait, on a parlé un peu avec lui, d'avoir fait des barbecues avec les musclés. Et effectivement, il y avait des photos des musclés en train de faire un barbecue avec le patron du bar. Et donc il y avait plein de photos avec les stars des séries AB, avec le club d'eau, etc., etc. Et on avait l'impression de toucher un truc de notre passé, mais qu'on aurait oublié, quoi. Et c'était vachement bien. On est resté 4 heures dans ce bar. Et après, on est allé dans les locaux d'AB. Et vous en saurez plus après mon souvenir. C'est ça, hein? C'est ça. 私の思い出の一本は、マッピーです。私はゲーム音痴なので、大きくなってからはほとんどゲームをしてなくて、ちっちゃい頃に最初にハマったゲームがマッピーです。チーズを食べたり、トランポリンしたり。でも全然ゴール行けなくて、途中で、ゲームオーバーになっちゃうんですけど、でもあれが一番、人生の中で一番ハマった最初で最後のゲームだと思います。Donc il faut savoir que AB avait accepté de diffuser notre vidéo qui s'appelait Rob et Bat, qui représentait Batman et Robin en train de vivre leur vie de couple. Et le gag de fin, c'était Batman et Robin qui avaient un rapport sexuel. Voilà. Ils avaient passé ça sur AB pour la Saint-Valentin.
rigolo, etc., etc. Voilà. À 19h45, je me rappelle, ça m'a fait rire, l'horaire. Et donc on arrive dans les locaux et on va voir, genre, c'est un numéro 2 de AB, voilà, qui se présente et tout, machin. Il nous reçoit alors que les gens sont en train de tourner le groupe dans les locaux d'AB. Parce qu'en fait, pour faire des économies sur les tournages des séries, qui coûtaient beaucoup d'argent, il faut savoir que beaucoup de scènes de le groupe et même de Hélène et Garçon étaient tournées dans les locaux de production de AB. C'est-à-dire que sur le bureau de la porte du monsieur qui nous recevait, il y avait écrit proviseur. C'est-à-dire que tous les lieux servaient. On a attendu la salle d'attente pour attendre le mec. Il y avait plein de bouquins et tout ça. Et en fait, c'était la bibliothèque du groupe. On attendait au milieu de ça, voilà. Le monsieur nous reçoit, nous fait nous asseoir. Il fait « Bravo, vous êtes drôle et tout ça, très bien. » Alors nous, on se dit « Ah là, ça y est, on va faire de la télé, on va faire de la télé. » Et au bout de 2 minutes, le gars nous fait « Vous êtes gay ?» Et là, on fait « Non ?» Et le mec, il fait « Très bien, merci beaucoup, bah, je vais vous faire visiter. » Et la suite, après temps perdu. Bonjour! Il semblerait que dans nos belles et vertes contrées, l'écart entre riches et pauvres se creuse. Mais bon, faut pas s'en faire, puisque cette année encore, il suffirait de travailler plus. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue dans Temps perdu! Ce qu'il y a de bien quand on travaille pour No Life, c'est qu'on travaille pour No Life, justement. Ici, on peut faire un peu ce qu'on veut. Par exemple, si j'ai envie de dire gastéropode, là, comme ça, je peux le dire, gastéropode. Et j'aurais même pu dire anchois ou épluche légumes, mais là n'est pas la question. Et ce qu'il y a de bien lorsque l'on fait des émissions sur les jeux du net, c'est qu'il y en a plein et que ça c'est cool. Cool parce qu'on a le choix et parce que l'on peut s'essayer à plein de styles différents. Tiens, prenons Orbital Onslaught de Nerdhook. Eh ben, c'est un jeu de stratégie. Un peu bourrin, faut le reconnaître, mais quand même, hein. Et ce qu'il y a de bien avec les jeux de stratégie, c'est que c'est de la stratégie. On doit réfléchir aux troupes que l'on va envoyer pour atiboiser les adversaires. À chaque tour, il faut aussi se creuser les méninges pour savoir où diriger ses troufions. Et puis surtout, tout balancer comme ça pour voir comment ça se passe. C'est bien, quoi. Et ce qu'il y a de bien avec les jeux complètement à l'ouest, ou à l'est d'ailleurs, bref, c'est qu'ils sont complètement au nord. Prenons Deleleba par exemple. Bon, ok, à la base, ça n'est qu'un escape game classique, mais franchement, si je vous laisse vous balader un peu, là, tout seul, c'est Space, non? C'est Space, oui. Et c'est exactement ce que l'on attendait de la part du génial développeur japonais Detaro. Et ici, disons-le clairement, il se lâche, hein, entre des salarymen dépressifs coincés sous la douche, des hommes en peau, c'est quoi le truc? Bref, c'est un peu foutraque et on aime ça. Attention, il y a plusieurs fins possibles. Et ce qu'il y a de bien avec les jeux des amis, c'est qu'ils sont faits par des amis justement. Comme Nikobo du forum de No Life. Enfin, Nikobo c'est vite dit vu qu'ailleurs il se fait appeler Kubo. Et Kubo il est cool vu que non seulement il travaille dans une société de jeux vidéo, mais en plus il fait des jeux indés comme ça pour son propre plaisir, mais aussi et surtout pour notre plaisir. Et ça c'est sympa. Ce qui est moins sympa par contre, c'est que sa première production indé justement, elle est super stressante. Bon, ok, c'est fun, le concept est simple, vous êtes un carré et vous devez éviter les attaques d'un autre carré dans un labyrinthe. Et franchement, ça se joue bien. Mais nom de Dieu de putain de bordel de merde, c'est super dur. Alors forcément, on s'énerve, on recommence et on repère en 2 secondes et demie et on jette son écran sur le chat qui passait par là parce que de toute façon il n'avait rien à faire là. Alors Kubo, sache que ton jeu, oui, il est bien, mais non, il est pas super discret. Fais chier! Et ce qu'il y a de bien avec les jeux qui font peur, c'est qu'ils font peur justement. Et ça, les étudiants de l'école danoise d'Adiu le savent bien. Dans 1916 Der Unbekannte Krieg, vous êtes un soldat coincé dans une tranchée dévastée de la Grande Guerre comme on l'appelle. Et dans cette tranchée, il y a des cadavres, forcément, mais aussi des raptors. Que font-ils là? Bon, allez savoir. Pour vous en sortir, un seul moyen, prendre et jeter des bouts de vos camarades morts pour distraire les sauriens et trouver l'échelle qui vous permettra de remonter à l'air libre. Si on peut s'exprimer ainsi. C'est glauque, à ne pas mettre entre toutes les mains, super dur, super flippant et super bien.
Alors c'est sûr, dans l'espace, personne ne vous entend crier. Mais dans votre bureau, vers 19h, c'est beaucoup moins sûr. À jouer donc lorsque plus personne n'est là et si possible avec le son à fond. Vous mourrez souvent, mais je n'en doute pas, vous recommencerez aussi souvent que nécessaire, ce qui, avouez-le, tombe plutôt bien puisqu'il ne faudrait surtout pas oublier que, pour gagner plus, jouez plus. Le mec nous fait visiter les locaux, hyper rapidement. Je crois qu'on voit le montage de Navarro. On a vu une station à vide, première au Final Cut, en train de monter Navarro. On était là, waouh, Navarro. Et au bout de 30 secondes, le gars il fait, merci beaucoup, au revoir. Et on s'est retrouvé dehors. Et on ne sait pas du tout pourquoi on est monté à Paris. On ne sait pas du tout pourquoi il voulait nous recevoir. Juste après, j'ai vu que ce monsieur s'occupait de AB, mais aussi de la chaîne XXL. Et donc je pense qu'on a loupé un casting pour présenter une émission sur XXL. Voilà. À l'instar de Nintendo, Sega a toujours développé ses supports en fonction des jeux et non l'inverse. Ce qui paraît peu rentable, mais plus pertinent en termes de game design. Son histoire avec l'arcade en est la parfaite illustration. Du début des années 80 jusqu'au milieu des années 90, où les systèmes d'arcade étaient indépendants des consoles de salon, la firme de Tokyo n'hésitait pas à développer plusieurs hardware en même temps. Ainsi, ce ne sont pas moins de 37 systèmes développés entre 1980 et 1995 par Sega. Tous sont spécialisés dans des genres qui tolèrent des spécificités techniques bien particulières. Avec le temps, la plupart de ces titres ont été oubliés. Peu ont été convertis faute du décalage entre la salle et le salon. Aujourd'hui, nous vous parlerons du X-Board, plus précisément de ces jeux de course. Sega avait fait ses dents dans les rail shooters avec Afterburner, G-Lock ou Space Harrier. Idem sur l'asphalte avec Outrun ou Hang-On. Bref, une maîtrise des rotations et des zooms qui s'affinait d'année en année, et dont le X-Board est un authentique représentant. En 1989, Super Monaco Grand Prix débarque dans les salles. L'épisode le plus connu de la série, il fait suite à Monaco Grand Prix sorti en 1979. Le jeu ne comporte qu'une course, vous l'aurez deviné, le Grand Prix de Monte-Carlo. Bon, Sega interprète librement le tracé et n'a en définitive plus rien à voir avec l'original. On retrouve tout de même des portions mythiques par endroits comme le fameux tunnel. Dans Super Monaco Grand Prix, vous devez vous qualifier puis participer au Grand Prix. Le système de jeu est semblable aux jeux d'arcade de l'époque, au-delà de la course, vous devez surtout passer des checkpoints avant la limite de temps imposée. La version Mega Drive n'a plus grand chose à voir et comporte tous les circuits officiels. Mais le jeu sur arcade est différent et s'appuie avantageusement sur un design généreux, impressionnant de détails. On ne compte plus d'ailleurs les conversions, que ce soit sur Amiga, Amstrad, Atari, Commodore et même ZX Spectrum. Mais toutes sont trop éloignées de l'original pour faire oublier justement les sensations authentiques procurées par le Super Monaco Grand Prix du X-Board. En 1989, le X-Board accueille 3 jeux de course supplémentaires, et 3 jeux sur 2 roues. Chacun possède néanmoins un univers très différent, ce qui les singularise. Dans AB Cop, le joueur pilote un airbike à la poursuite de voleurs dans un contexte mi-futuriste, mi-punk, qui évoque les délires de Titanomachy portés par l'excellent Ray Chase. L'originalité du titre réside clairement dans son gameplay. AB Cop n'est pas vraiment un jeu de course, mais une course-poursuite. À la fin de chaque stage, vous affrontez un boss qu'il faut détruire avant la fin du temps imparti. Pour cela, votre flic peut sauter et prendre de grosses accélérations. AB Cop est assez basique, mais très plaisant à jouer en plus d'être délicieusement kitsch. A noter que le développeur en charge de ce titre, ICOM, deviendra célèbre sur Neo Geo pour avoir réalisé 2 shoots majeurs, Viewpoint et Pulstar, avant de mettre définitivement la clé sous la porte en 1996. JP Rider lorgne plus du côté de Power Drift d'un an son aîné. Comme ce dernier, il propose des circuits fermés mais surtout joue sur le relief de la piste. Les virages en épingle et avec un supplément de dénivelé étaient ainsi saisissants. Bien que le jeu soit entièrement réalisé en 2D, Sega s'était employé pour donner un effet de 3 dimensions habilement rendu. Superposition de sprites,
Zoom intelligemment utilisé, en plus d'être typique de cette époque-là de Sega, la courte séquence du choix de véhicule synthétise la technique, impressionnante et savamment gérée. Sega dissimulait les carences techniques en s'appuyant sur les atouts du X-Board, loin de l'esbrouf et proche du virtuose. Racing Hero est le successeur non officiel à Hang-On, mais s'aligne spirituellement sur Outrun. Vous y incarnez un pilote chevronné qui prend part à des courses de grosses cylindrées à travers le globe. Votre championnat débute en Australie. Dès le début, les dés sont jetés. Vous voilà au milieu du trafic, à batailler avec vos concurrents directs, avec le chrono, mais aussi avec les voitures et autres camions qui perturbent vos trajectoires. Le fait d'être sur une moto, qui plus est par cette vue de 3/4 plongeante, est un atout majeur. C'est saisissant de vitesse, mais aussi grisant lorsque vous slalomez entre deux poids lourds. À la fin de chaque course, vous avez le choix entre deux routes, à la manière d'Outrun, ce qui détermine le prochain pays à parcourir. Le jeu peut donc se faire plusieurs fois avec toujours ce même dépaysement. La patte des titres sortis sur X-Board est reconnaissable. C'est avec tout juste 10 jeux que ce système, développé par Sega, aura su s'imposer sur la scène arcade, nerveux et doté d'une palette de couleurs inimitable annoncée par Outrun. Le X-Board représente aussi une période du constructeur japonais, alors omniprésent dans les salles d'arcade, et clôture l'ère d'innovation qui est celle des années 80. C'est aussi l'un des derniers systèmes d'arcade 2D par Sega avant l'arrivée massive des jeux en polygone. Sega fermera la marche définitivement en 1992 avec le système Multi-32. Voilà, ce 120% est terminé et je ne peux pas finir sans une dernière anecdote. Mon premier plateau pour un vrai producteur, pour une chaîne du câble. J'étais déguisé en pingouin et je faisais un quiz, ça s'appelait le quiz de l'empereur. C'était à l'époque de la marche de l'empereur. C'était une super idée. Hein. Et j'étais déguisé en pingouin et je posais des questions aux gens. Et genre burger quiz quoi. Et j'étais très stressé parce qu'on tournait dans une ancienne tour où il y avait Canal au début qui tournait, etc. Je tournais avec des gens, les cadreurs je les connaissais pas, c'était des intermittents, etc. J'étais très très stressé, j'avais pas dormi de la nuit et je suis arrivé, j'avais des cernes hallucinantes et je suis allé me planquer aux toilettes et j'ai pris un Guron machin. Voilà, j'ai pas le droit de dire marque, mais bon, enfin, vous voyez ce que c'est, pour aller un peu mieux. Et après je retourne sur le plateau et le temps que ça fasse effet, je m'assois. Et j'ai les yeux qui pleurent et je m'endors et tout ça. Et là, il y a un des cadreurs qui passe me voir, enfin un des gars de la prod qui passe me voir, il me fait « Voilà, t'as l'air crevé !» Et je fais « Ouais, je suis un peu crevé », il fait « Tu veux de la coke ?» Et là, j'ai commencé à paniquer dans ma tête en faisant et là, je fais « Non, c'est bon, j'ai pris un Guron machin !» Et le mec m'a regardé. Et après, je me suis rendu compte de la connerie que j'avais dit. Et j'ai regardé ailleurs, il a regardé ailleurs. Et... de toute façon, l'émission n'a jamais donné de suite. À bientôt. C'est pas celui où tu suçais des cônes? C'était celui où je suçais des cônes, effectivement. Ah oui, c'est vrai, Alex, toi aussi t'avais bossé pour lui. C'est bête qu'on puisse pas montrer tous les reportages que tu fais, parce que tu fais des super bons reportages avec des doublages hyper bien, Alex.